enfin, l'histoire, elle est folle. Une petite structure qui pèse ce qu'on pèse versus un titan de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'aventure, elle est géniale, l'histoire, elle est géniale et on passe un super moment. Et on a découvert toute l'expertise de Valeo, parce que s'il allait fallu aller chercher plein de sous-traitants à droite à gauche, le temps de les sélectionner, de les identifier, d'apprendre à se parler, etc., c'était mort. Là, ils savaient déjà se parler, ils se comprenaient déjà, ils sont dans la même structure, ils ont le même langage. Et c'est ce qui nous a permis d'aller très vite sur ce projet. Il s'est passé moins de 3 ans entre la signature du contrat, le début de la conception et la mise sur le marché. C'est très rapide pour Mm. l'industrie. C'est Ouais. vraiment très rapide. Et c'est un vrai challenge. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Et puis j'ai envie de te dire que on va être bon. Ok, Bon, ok, eh bien c'est parti. c'est parti. Salut David. David Salut Rouméas, Antoine. comment ça va? Eh ben, ça va bien. Bien occupé en ce moment, là, enfin, depuis même pas mal de mois, voire d'années. Mais ça va très bien. Ok, excellent. Bah écoute David, je suis ravi de te recevoir enfin dans le podcast En roue libre. Eh Euh, ben, je suis honoré d'être invité. sache que ouais, non écoute, ravi, non, vraiment ravi. L'honneur est pour moi. Ouais, je suis très content parce que t'es quand même au cœur de quelque chose d'assez important qui est en train de se passer, que tu as œuvré depuis longtemps pour qu'une telle chose arrive. Alors de quoi on parle? On parle du fait que Efigir est en partenariat avec Valeo sur le fameux moteur Valeo à boîte de vitesse intégrée. Donc c'est vous qui le Mhm. faites. Mais l'histoire des figures, c'est pas que ça date de il y a bien plus longtemps, donc c'est ce que j'aimerais aborder ça avec toi. C'est quel est le parcours qui vous a amené à travailler avec Valeo sur ce projet qui est quand même assez ambitieux, je dirais même assez central dans l'écosystème de l'industrie du vélo en France, puisque on l'a vu avec Jérôme Mortal, il y a Xavier Varnier, enfin il y a maintenant il y a Duel, qui est Mhm. équipé de ce moteur. C'est quand même un vent de fraîcheur, on va dire, et une alternative intéressante aux autres moteurs et aux transmissions. Donc j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle des différentes étapes et puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec Valeo, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a un petit peu moins bien marché peut-être. Tout ça. Et puis bah, à côté, il y a aussi Cavalerie, qui est une boîte aussi qui est très liée. Donc il y a plein de sujets. Donc voilà, il y a sûrement plein de choses sur lesquelles je vais rebondir et je vais te demander. Mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu nous dises un peu qui tu es et d'où te vient ta passion ou ton intérêt pour le vélo. Je disais, ma passion pour le vélo, elle date, comme beaucoup d'entre nous, d'il y a longtemps, hein, de très jeune enfant. C'était mon moyen d'évasion et de liberté. Je vadrouillais autour de chez moi et j'allais voir les copains. J'avais la chance d'avoir des parents qui me laissaient faire un peu ce que je voulais en termes de vadrouille, qui me faisaient confiance et d'habiter à la campagne, donc de pouvoir rayonner assez loin librement.
Mais ça a plutôt commencé avec une passion pour la partie extrême. C'est-à-dire que très vite, je me suis orienté sur tout ce qui est VTT Gravity, donc descente, enduro, dirt, Hmm. qui ont été l'occasion de quelques blessures pour moi, hein. Tu dois connaître le sujet, je suppose. Lesquels? T'as fait quoi? Euh, j'ai fait en torse au pied 2 fois et la clavicule il y a 2 ans. Oh, oh, ça va. Petit palmarès. Pas de Petit poignet? palmarès. Non, pas de poignet. Oh. Donc ça, c'est d'où vient ma passion pour le vélo en général. Après, ça explique pas pourquoi je travaille dans le vélo forcément. Donc, en fait, je suis parti dans mes études en filière technique, plus précisément en mécanique générale, Hmm. en IUT. Et à la fin de mon IUT, mon père qui m'a dit ah, David, j'ai un collègue de mon entreprise, il travaillait chez EDF, j'ai un collègue qui a inventé une boîte de vitesse pour vélo. Donc le collègue en question, Guy Cavalery, l'inventeur. Puis moi, 1 ou 2 mois avant, j'avais fracassé mon dérailleur. Je lui dis, ah ben, ça a l'air sympa, ça m'intéresse ça. Puis il y avait mon côté passionné de mécanique aussi, parce que je suis Hmm. un grand passionné de mécanique. Et donc, je rencontre Guy Cavalery, j'essaye devant chez lui un de ses premiers protos en 2008. Euh, Ça faisait 1 an à peu près qu'il avait posé son premier brevet. Et j'ai été tout de suite convaincu de la pertinence de son invention. Il avait réussi à faire quelque chose, malgré le proto que c'était à l'époque qu'il avait fait avec les moyens du bord. Hmm. Le système faisait déjà ses preuves de concept. On avait vraiment la preuve que l'idée qu'il avait eue était pertinente. C'était quelle année Donc, ça? immédiatement, 2008. Et 2000, ouais, ok. immédiatement, je lui dis, écoute, Guy, moi, je suis en génie mécanique, j'aime bien le vélo, j'aime bien concevoir, je sais me servir d'un logiciel de CRO, je commence à savoir un petit peu programmer des petites machines à commande numérique de bureau, on va dire, des trucs Hmm. d'amateurs. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et puis, il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas. Et puis, ça a commencé comme ça, donc les week-ends, pendant les vacances, etc. J'allais l'aider à améliorer le prototype, à travailler sur l'industrialisation, comment on pourrait faire, etc. J'ai commencé à dessiner mes premiers vélos à ce moment-là. Je suis rentré en école d'ingénieur, donc arts et métiers à Cluny. Et pendant les 2 premières années d'école d'ingénieur, j'ai continué à l'aider en parallèle de mes études. Hmm. En 2011, j'ai quand même fait ce qui s'appelle une année de césure, c'est-à-dire que j'ai mis mes études en pause et je suis allé faire une expérience en entreprise, en industrie, plus précisément chez un équipementier automobile qui s'appelle Forestia. Et je suis allé au Portugal pendant un petit peu plus d'1 an parce que je voulais me faire une expérience dans l'industrie. Et l'industrie automobile, bah, c'est quand même une bonne référence dans le domaine. Ils savent faire beaucoup de choses et ils savent les faire vite et bien. Et d'où l'intérêt de cette pause dans mes études. Cette pause a été l'occasion de découvrir que j'aimais bien l'industrie, mais le projet d'entrepreneuriat que j'avais en opportunité autour de ce projet de boîte de vitesse était un petit peu plus, m'intéressait beaucoup plus. Hmm. J'avais beaucoup plus d'appétence pour me débrouiller de mon côté. Donc, j'ai fait ma dernière année d'études aux écoles arts et métiers. Euh, on a la chance d'avoir une filière qui s'appelle CREDA, création d'entreprise et développement d'activités, où en fait on a une dernière année d'école d'ingénieur où pendant 6 mois, on a des cours sur bah, la création d'entreprise, le développement d'activités, donc de la compta, de la stratégie, de la gestion, du management, aller chercher les aides, etc. Découvrir un petit peu tout cet univers. Alors c'est enfin je le qualifierais entre initiation et pré-formation. Parce que en fait, la seule formation à la création d'entreprise et au développement d'activités, c'est d'en faire une. Il n'y a pas Hmm. d'autre. Je pense que c'est une expérience que tu connais toi aussi. On peut te donner les cours de comptabilité que tu veux, on peut te donner euh, toutes les explications théoriques qui sont à propos. Ouais. Tant que tu n'as pas pratiqué sur le terrain, tu n'enregistres et tu n'apprends pas aussi bien que, en pratiquant. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de choses que j'ai été capable de comprendre, de percevoir et bah, de réagir en fonction grâce à cette formation-là.
Et donc à ce moment-là, on s'est dit avec Monsieur Cavalery, avec Guy, l'inventeur, là, il faut qu'on lance quelque chose. Parce que de Mm. 2008 à 2011, on s'était dit, bon, on va essayer de trouver un industriel du cycle, un équipementier du cycle. On a eu des discussions avec plusieurs d'entre eux pour leur faire part de l'invention et puis signer avec eux pour le développement du produit. Et bon, tous nous disaient super, c'est génial, etc. Mais personne ne voulait y aller. Mm. Euh, donc on s'est dit, bah, on y va nous, hein, on y va nous, et puis on va montrer que le produit qu'on fait, il est pertinent. Donc l'aventure Effigear commence. Effigear parce que notre idée de base, c'était d'être équipementier, fournir la boîte de vitesse à des marques de vélo euh, pour, euh, pour se concentrer sur cette invention. Très rapidement, on s'est rendu compte que juste vendre la boîte de vitesse, ça allait être compliqué. Donc on s'est dit, bah, faut qu'on montre que la boîte de vitesse, elle marche. Donc on a créé la marque Cavalery, qui est notre vitrine technologique. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'objectif de Cavalery, c'était de montrer que faire un vélo avec notre boîte de vitesse, bah, ça marche. Le vélo, il marche. Et on a un vélo qui est performant. Donc c'est l'origine de Cavalery. Et notre objectif, c'est que Cavalery représente des ventes. C'est une vitrine qu'on veut Mm. rentable, mais un volume faible. On ne veut pas être un concurrent gênant de nos clients côté Figure. Bien sûr. Mais c'est une approche qui est intéressante aussi parce que ça nous permet d'être clients de nous-mêmes. Mais éventuellement, je développerai un petit peu plus Oui, tard. oui, oui, carrément. Donc, mi-2011, début 2012, création de la société. On a eu aussi déposé un nouveau brevet avec Monsieur Cavalery, avec Guy Cavalery. Donc, on s'est concentré sur la mise en production, l'industrialisation, la fiabilisation du système, parce que sur un vélo, les éléments les plus sollicités, c'est la transmission, les freins, les suspensions. Et la transmission est extrêmement sollicitée. Un cycliste n'a pas beaucoup de puissance, quelques centaines de watts. En sprint, un gros sportif peut monter à 700-800 watts pendant quelques dizaines de secondes, voire minutes, s'il est vraiment bien entraîné. Donc, il a peu de puissance, mais il a beaucoup de couple. Mm. Un cycliste comme moi ou comme toi, à 80 kg, qui tire sur le guidon, 150 kg d'appui sur les manivelles, ça fait 250 Nm de couple à encaisser. 250 Nm de couple, c'est des couples de moteurs de voiture d'une centaine, entre 80 et 100 chevaux. La vitesse de rotation étant beaucoup plus faible, on n'a pas la puissance, mais le couple est là. Mm. Donc extrêmement sollicité. D'où ces premières années à travailler beaucoup sur la fiabilisation du système, parce qu'on avait un système qui marchait très bien, mais sur les premières années, qui ne durait pas très très longtemps. Donc Juste, renforcer. Oui. du coup, excuse-moi, ça a duré combien de temps cette phase entre le moment où toi t'as rejoint et par exemple le moment où la première version est sortie sur le marché, soit sous forme de boîte ou sous forme de vélo, et ce que tu me disais, Le... c'était que du coup c'était sorti uniquement sur le vélo Alors, au les début. premières ventes qu'on a fait, on les a faites sur la marque Cavalery. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la première commande qu'on a eue, c'était à Singapour. Donc, Singapour. ouais, assez loin. 2013, premier vélo livré, 2013. Après, on avait un niveau de satisfaction de qualité de nos produits qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Donc, on a Mm. eu une politique de garantie très permissive. C'est-à-dire que même des situations où c'est l'usager qui a eu une mauvaise utilisation du produit, c'était toujours pris en garantie. On a eu Il des pouvait être cas quoi où d'ailleurs les comme clients mauvais usage? un des pires qu'on a eu, c'est réception d'un seau où le carter est venu taper dans un rocher et pourtant il y avait un sabot de protection et le rocher est rentré dans le carter et on a pris le produit en garantie. Sympa. Voilà. Euh, un élément qui peut mettre en défaut une transmission assez facilement, mais quel que soit le type de transmission, hein, dérailleur, boîte de vitesse, moyenne vitesse, c'est la manivelle qui tape dans un rocher à haute vitesse. C'est comme Mm. si on tapait à coup de masse sur les manivelles.
Tous ces phénomènes-là, on les prend en garantie, et encore aujourd'hui, parce Hmm. qu'on veut vraiment offrir un service et un produit durable à nos clients. Et est-ce que ça vous Et on permet continue. aussi de, excuse-moi, mais est-ce que ça vous permet aussi Oui, d'avoir un maximum de feedback pour fiabiliser aussi? Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait. En intéressant. fait, Hmm. si on commence à être exigeant et très regardant sur nos conditions de garantie, l'usager, il commence à nous raconter des cracks. Hmm. Parce qu'il veut que son produit soit pris en garantie. Et c'est de bonne guerre, on est un peu tous pareils. Donc l'intérêt d'être très permissif là-dessus, c'est de vraiment avoir le bon retour d'information. C'est-à-dire que Hmm. si le client il a frappé les manivelles dans le sol, moi je préfère être au courant, changer les pièces et que le Oui. client soit content, plutôt que de remettre en question toute une architecture de boîte de vitesse alors qu'on est sur une incidentelle assez particulière. Ouais. Est-ce que c'est quelque Et donc, chose, une fois que tu te dis, une fois que tu te dis, par exemple, c'est bon, en fait, le produit, on sait qu'il est fiable à 100%, est-ce que tu penses que tu vas arriver à un moment où, justement, tu pourras, ou tu voudras ne plus dire au client, enfin, où tu voudras dire au client, bah écoutez, non, nous, c'est bon, on sait que, enfin, là, c'est too much, quoi. c'est une vraie question. Aujourd'hui, je ne saurais pas y répondre. C'est une vraie question, c'est une bonne question. J'ai plutôt l'approche de me dire que je travaille sur des solutions et aujourd'hui, on est arrivé très loin dans la fiabilité et la robustesse de la boîte. C'est-à-dire qu'on a des clients qui frappent, comment dire, qui vont taper la manivelle. C'est pas c'est pas la pignonnerie qui va lâcher, c'est les roulements. Et les Ouais. roulements, si eux, ils lâchent, on arrive à un niveau où on ne peut plus dire c'est la faute de la conception. Hmm. Ou dans ce cas-là, on met des roulements 2 fois plus gros, mais notre boîte, elle va prendre 500 grammes et plus personne ne va l'acheter. Hmm. Donc, et les roulements, la force d'un roulement, c'est que c'est des éléments qui ont été éprouvés sur des millions de cycles en charge, en statique, en dynamique, etc. Donc un roulement qui est mis en défaut, dans le cas de notre boîte de vitesse, puisque le carter est fermé, il y a des joints d'étanchéité, le roulement est en bain d'huile, donc ça ne peut pas être un défaut de graissage, un défaut de mauvais nettoyage où le mec a mis Hmm. le karcher et ça a rempli le roulement d'eau, etc. C'est vrai, ça fait vraiment ressortir un mauvais usage de la boîte. Mais du coup, on arrive à un niveau où, en fait, il est question d'ouvrir la boîte, et la boîte, pour nous, mécaniquement, comme on la connaît bien, elle est assez facile à ouvrir, changer un roulement et refermer. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va se prendre la tête avec Hmm. un client ou pas? Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que non. Et de toute façon, c'est vraiment sur certains usages très particuliers aujourd'hui, type descente, où on a encore ponctuellement des clients qui vont mettre en défaut notre boîte de vitesse. Sur des usages enduro, gravel, comme on a Ouais. tous, euh, hors compétition. En fait, les gens qui mettent notre boîte de vitesse en défaut aujourd'hui, ils font des courses, ils font de la compétition. Et quelle que soit la typologie de Hmm. transmission qu'ils utilisent, ils la mettent en défaut. Ok. Donc, pour Intéressant. revenir peut-être éventuellement un petit Ouais. peu sur l'histoire, Bien sûr, en ouais. 2013, on livre les premières transmissions, les premiers vélos équipés, et on travaille sur la fiabilisation. En 2015, une date clé pour nous, on a décidé et on a rentré les machines pour fabriquer en interne. Parce qu'en fait, quand on fiabilise notre produit, ben, on se retrouve des fois à avoir des bacs de pièces, et ben, on les met à la poubelle. Et Hmm. des pignons, des axes, etc., c'est des pièces qui coûtent cher. On fabrique tout en France, déjà à l'époque. Et 100 pièces fois 30 euros, ça fait 3 000 euros. Et puis, regarder 3 000 euros de stock et de se dire, bon, ben, ma conception, mon traitement thermique, mon acier, il faut que je les évolue parce que je suis trop faible aujourd'hui par rapport à mon usage. On les met au-dessus de la benne de recyclage, ça fait un peu mal au cœur. Hmm. Donc, on a acté de s'équiper et de fabriquer en interne parce que aussi, on passait beaucoup de temps chez nos sous-traitants pour les aider à sortir les pièces conformes à nos exigences en termes de tolérance, de respect de la géométrie, etc. Donc, on se retrouvait quasiment des fois à régler la machine du sous-traitant.
Et au bout d'un moment, avec Guy, on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible, Hmm. on achète une machine, on se débrouille, quoi. Enfin, Et là, vous ça a étiez été un peu toujours deux? audacieux. On était toujours deux. Ça a été Ok. audacieux Hmm. parce on a acheté donc une machine, un centre d'usinage, enfin, un tour à commande numérique qui coûtait quand même 80 000 euros à l'époque. Hmm. Et puis, j'ai pas sorti une pièce sans avoir cassé la machine. Donc, ça a été, on a bien transpiré. Les 3 premiers mois, j'ai appris vraiment à programmer la machine. Et puis, ça m'a appris l'humilité aussi, de me dire que c'était pas si facile que ça. Hmm. Mais on a appris et on s'est vraiment spécialisé dans la fabrication de nos pièces, ce qui fait que on sortait les pièces avec la qualité dont on avait besoin, à un coût bien plus compétitif que ce qu'on aurait pu faire, parce que pour donner un peu des chiffres, la machine à 80 000 euros, entre le moment où on l'a achetée et 1 an et demi de développement, d'itération, d'amélioration, etc., si j'avais relancé des séries prototypes ou des petites séries de 100 pièces, au bout d'1 an et demi, ça m'aurait coûté le prix de la machine en sous-traitance. Ouais, ok. Hmm. Donc, ça nous a sauvé la vie aussi, financièrement. On n'aurait pas fait ce choix-là. On n'aurait pas pu faire autant d'itérations parce que quand on envoie un plan, le temps que le sous-traitant la fasse, etc., il se passe entre 1 et 3 mois, voire 6 mois si le sous-traitant est bien débordé. Là, je dessine la pièce, je fais le programme, on l'envoie au traitement thermique. En 1 à 2 semaines, la pièce, elle est sur le vélo Hmm. et on peut commencer à l'éprouver. Sachant que ça, c'est possible parce que toi, tu as eu cette formation, enfin, parce que tu as choisi cette formation, que tu as rencontré Guy et que du coup, tout Exactement. s'articule comme il faut. Ah non, mais de toute façon, c'est ce qui ressort en filigrane de l'histoire de l'histoire des filières et de la mienne, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont clés. C'est pas, si Hmm. tu veux, il y a eu des éléments déclencheurs, mais il y a plein de petits éléments au cours du parcours. Si je ne les avais pas eus, Ouais, l'histoire se serait arrêtée là. c'était. Ouais. Et au-delà de ça, Voilà. je pense qu'il y Le a. centre d'usinage, on ne l'aurait pas acheté. Hmm. Excuse-moi, Je vas-y. t'en prie. Non, non, vas-y, continue. Le centre d'usinage, on ne l'aurait pas acheté. L'histoire se serait arrêtée peut-être pas en 2015, mais en 2016. Ah ouais. Et Voilà. ce que je note, et moi, ce que je trouve vraiment, vraiment chouette dans cette histoire, c'est que euh, je me souviens encore de la tête que j'ai fait la première fois où j'ai vu, je pense que c'était à la Freeride à Morzine, ou à la Passport, pardon, à Passport à Oui, Morzine. La première fois, je crois, où j'ai vu, tu sais, la boîte de vitesse le en démo. démonstrateur. Et je m'étais dit, putain, c'est quand même particulier, mais à la limite, bon, ok. Enfin, le sentiment que ça m'avait laissé, c'est quand même exotique. Et je pense que du Tout coup, à fait. Tu as raison. Tu as raison. Et c'est un sentiment qu'on a vraiment senti pendant une bonne dizaine d'années, Hmm. on va dire de 2010 quand on présentait les premiers protos sans avoir de société à 2019-2020. Et depuis 2019-2020, il y a eu une évolution de la perception de ce produit-là dans le marché. Ouais. Je pense en partie grâce à notre concurrent principal qui est Pignon, Hmm. qui lui s'est vraiment imposé sur le marché. Ils ont fait des choix techniques et stratégiques au début qui étaient différents de nous, qui leur ont permis de s'installer beaucoup plus vite. J'expliquerai un petit peu après cette différence-là. Et je pense que ça et d'autres éléments, je ne les connais pas tous, ont fait Hmm. que le marché a évolué. Et puis, en 10 ans, nous, on a toujours raconté la même histoire. C'est-à-dire que on ne veut pas vous vendre une nouvelle technologie. Non, Hmm. nous, on est usagers comme vous. On pratique comme vous. Les week-ends, on prend nos vélos, on va rouler. Le soir, on va rouler. On n'a pas envie de passer notre temps à réparer et régler notre dérailleur. Nous, on a envie de profiter de la sortie et on a envie d'avoir un produit qui dure aussi. On n'a pas envie de changer notre transmission tous les ans. Et Ouais. cette histoire, elle a toujours été la même. On a toujours tenu la ligne. Et on a tenu 10 ans grâce à l'inventeur qui a quand même financé jusqu'en 2020 le développement de la société. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros que M. Cavallari a mis dans le projet. Hmm. D'ailleurs, Euh, on voit la et sans gratitude. compter ses heures. On Et voit sans la compter ses heures. gratitude Hein. par rapport à Monsieur Cavalery, la manière dont on parle.
on sent qu'il y a quand même une forme de reconnaissance que je ne peux pas évaluer comme ça, mais c'est vrai que d'avoir pendant plus de 10 ans, donc de 2008 à 2020, avoir porté le projet financièrement parlant, je pense qu'effectivement, on lui doit on lui doit une fière Ah ben, chandelle. pour résumer, sans son investissement, l'aventure que je vis aujourd'hui, je ne l'aurais Hmm. jamais vécue. C'est tout aussi simple que ça. Donc, pour revenir un petit peu à l'histoire éventuellement, Ouais, parce ouais, qu'on bien sûr. on part un peu, mais j'aime bien ce genre de conversation. Je suis pas quelqu'un je suis toujours un peu brouillon sur certains Bah, de aspects. toute façon, Euh, je vais te dire un truc. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. on est d'accord. Non, enfin, brouillon, c'est pas le terme, mais c'est difficile d'aller tout droit sans dire tous les petits à côté qu'il y Et a bien sûr. sur le bord du Mais chemin, parce que c'est les à côté qui nous voilà, intéressent. Et exactement. petite note avant de te laisser poursuivre, mais Vas-y. moi, ce que je note quand même, c'est que, et pour revenir un petit peu sur ce que je disais quand je voyais la boîte de vitesse et puis aussi les vélos qui étaient un peu différents hein, quand même, euh, avec cet exotisme qu'on pouvait noter, je note quand même que cette persistance, enfin, le fait d'avoir tenu bon quand même, euh, parce que c'était quand même pas simple. Évidemment, vous étiez convaincu que c'était la bonne solution, convaincu que c'était une bonne approche pour éviter de casser son dérailleur, que c'était plus simple, plus économique, plus durable, enfin, plein de choses, mais je veux dire, j'imagine que tu as dû un peu te battre avec ton bâton de pèlerin, évangéliser, défricher, et ça, c'est un effort qui est considérable, quoi. Enfin, donc Ben, aujourd'hui, ça c'est un paye, mais engagement, c'est un engagement qui me dépasse moi-même, hein. hmm, Je ne vais pas trop m'épancher sur le sujet, mais on évoquait sans Guy Cavalery, je ne serais pas sur cette aventure. Sans ma femme, je ne serais pas sur cette aventure. Ma femme m'a supporté jusqu'à aujourd'hui. Si M. Cavalery a remis des sous dans l'aventure pendant 10 ans, c'est ma femme qui a supporté la charge financière et la charge morale de notre maison pendant ces 10 années aussi, parce que j'avais une rémunération, mais pas très élevée. hmm. Euh, voilà, c'est un projet, effectivement. Je suis assez déterminé comme gaillard, hein. Faut que je tape le mur assez fort pour changer de direction. Faut vraiment me montrer que j'ai tort pour que je change de direction. Et c'est indispensable pour moi dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on Sinon, on remercie. est soumis aux quatre vents. Bien sûr. Oui, Donc, un gros big up à nos femmes quand on a la chance d'en avoir qui nous supportent et qui nous tirent vers le haut et qui nous sortent la tête de l'eau quand on est down. C'est super important d'avoir un entourage. tout à fait. Et ouais, en tant qu'entrepreneur, ouais, c'est des ressources d'une valeur inestimable. Ah, tout à Donc fait, tout à merci fait. Madame Rouméas, en tout cas. Donc voilà, pour la petite parenthèse support. Mm. Et pour revenir à l'histoire, donc 2015, achat de cette machine, je commence à se poser des questions parce que même on était arrivé à un niveau de produit un peu plus fiable que 2013 et qui commençait à être satisfaisant sur pas mal d'usages. Euh, donc avec Guy, quand on a conçu la boîte, on est deux techniciens passionnés de technique et on s'est dit la boîte, il faut la mettre dans son écrin, il faut qu'elle soit dans sa configuration optimale. Et sa configuration optimale, c'est le carter de la boîte, ça fait partie du cadre, donc il est soudé. Mm. Le problème, c'est que s'il est soudé au cadre, pour l'étanchéité et la géométrie du carter, etc., il faut réusiner ce carter sur le cadre une fois qu'il est soudé. Donc, il faut un grand centre d'usinage pour faire rentrer le cadre de vélo. Et là, on est un peu en train de faire une Formule 1. Sauf qu'une Formule 1, ça ne se vend pas au marché. Ou s'il y a un très très petit marché de compétiteurs. Donc c'est un peu ce qui nous freinait sur l'accessibilité au marché, notamment de vendre la boîte de vitesse aux marques de vélo, parce que quand on expliquait aux fabricants de vélos,
bah, la boîte de vitesse, il faut la souder au cadre, puis quand vous l'avez soudée, redresser le cadre, etc. Faut réusiner, et puis après, il faut monter la boîte. Ah, et puis pour le SAV, s'il y a une problématique, bah, faut mettre le vélo complet dans un carton et puis l'envoyer. Là, autant dire qu'il y a beaucoup de fabricants de vélos, ils ne sont pas convaincus du tout, parce que sur la durée de vie du produit en général, c'est hyper complexe à gérer. Et c'est là où, en fait, on a eu une différence de choix stratégique avec notre compétiteur Pinion. Pinion, ils ont dit, non, mais la boîte, il faut qu'on la visse sur le cadre. Donc, à ce Hmm. moment-là, il y a eu un point, moi, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un petit peu comme notre compétiteur, il faut qu'on fasse une boîte vissée. Sauf que si on fait une boîte vissée avec un nouveau standard, Hmm. c'est comme, il y a déjà assez de standards dans le monde du vélo, on va peut-être éviter d'en rajouter un. Hmm. On a la possibilité de faire une boîte de vitesse. On est en 2015 hein, quand j'évoque ça. On a la possibilité de faire cette boîte de vitesse et de la faire rentrer dans le standard de fixation de pinion. Et là, Guy, ça lui plaisait pas trop parce que il préfère voir la boîte dans sa configuration optimale. Et on arrivait avec des performances. On avait des vélos en alu avec notre boîte de vitesse. Tout le monde nous disait la boîte de vitesse, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On pesait notre vélo d'enduro monté, prêt à rouler, etc. 14 kilos. On prenait un vélo d'enduro en carbone du marché avec les mêmes suspensions, les mêmes roues, les mêmes pneus. On le pesait 14,5 kg. Donc non, le fait de souder la boîte de vitesse au cadre, on n'était pas plus lourd. Et, et, euh, et, et, euh, et j'étais en phase avec lui, il voulait garder ce côté-là. Mais pour prendre des parts de marché sur la partie fabricant de vélo, il fallait qu'on ait une solution plus accessible Hmm. techniquement. Donc, je me suis concentré sur la fiabilisation. 2017, je relève la tête. On avait un produit que j'estimais suffisamment fiable pour des usages de tous les jours. Il faut qu'on augmente les volumes de vente à ce moment-là. Monsieur Cavallari ne peut pas passer son temps à remettre de l'argent dans la société. Il faut qu'on se pose des bonnes questions, revoir la stratégie, la vision de la société, aller chercher des fonds, recruter, enfin vraiment se donner les moyens d'y arriver. Le produit, il est là, il est mature. Maintenant, il faut le mettre sur le marché. Et c'est là où ça s'est vraiment séparé nos chemins avec Guy, séparé dans le sens vision. Et si on n'a pas la même vision dans la gestion d'une société, il faut vite soit se remettre en phase, Hmm. Bien sûr. soit Hmm. se séparer. Donc, on est rentré 2018-2019 dans une phase un peu compliquée où n'ayant pas la même vision, moi je tirais d'un côté, lui de l'autre, euh, bah, ça a patiné, clairement. C'était quoi, Donc, tu moi, à peux un moment nous donné, partager ça? C'était quoi les oui, oui, divergences oui, c'est-à-dire que Guy, le côté, on fait ça dans l'atelier, dans le garage, un peu à l'ancienne, vraiment en bon père de famille, on vend 10 boîtes, etc. Et puis on fiabilise, et puis ce qui est important, c'est de se concentrer sur la qualité du produit, etc., qui sont des choses importantes, mais il fallait aussi se concentrer sur le marketing, sur la communication, Hmm. sur le réseau de distribution sur l'offre produit, est-ce qu'elle est vraiment en phase avec l'attente du marché? C'est là où on avait des visions différentes en fait. Et puis, avec du recul, euh, d'aller lever des fonds, recruter du monde, c'est des choses que Guy, il ne voulait pas aller vers ça en fait. Hmm. Lui, ça ne Ok. l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas et donc il freinait. Sauf que moi, je voyais bien que pour qu'on y arrive, de mon point de vue, il fallait qu'on aille vers ça. Donc, au bout d'un moment, on a eu des discussions compliquées. On ne va pas dire que c'était une période évidente. Et elles étaient évidentes. Et pour lui et pour moi, en fait, hein, c'est vraiment deux points de Hmm. vue différents. Je ne dis pas mon point de vue il est le bon, le point de vue de Guy il est le mauvais. On a deux points de vue différents et deux attentes et deux projets de vie différents. Moi, je suis jeune, je suis entrepreneur. Et Guy, lui, il était il est à ce moment-là à la retraite, donc il n'avait pas les mêmes attentes et c'est normal. Hmm. Et c'est normal. C'est pas. Voilà. Euh, donc, j'exprime à Guy, je dis, écoute, moi, ce que je te propose, soit je reprends et bon, ben, on trouve un terrain d'entente, tu continues à nous aider d'une certaine forme, etc. Mais je reprends le lead du projet ou j'arrête, parce que moi, j'ai une vie devant moi. Rester dans le garage, c'est sympa, mais j'appelle à autre chose. J'appelle clairement à autre chose.
Donc, on a eu des discussions pendant une bonne année. Et là arrive un élément déclencheur, comme il y en a eu beaucoup avant. J'ai essayé de reprendre un peu tout seul le projet, sauf que j'étais tout seul et la taille du projet était un peu grosse. Hmm. Et je n'avais pas les moyens financiers aussi personnels de porter ce projet. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'industriels, et je leur fais un petit coucou, qui trouvaient le projet pertinent, intéressant. Juste pour préciser, Euh, euh, oui. c'était quoi un peu ton approche ce que tu as voulu faire, c'était quoi? C'était genre lever des fonds, trouver un partenaire? C'était quoi je sais pas, le mindset derrière cette démarche de rencontrer des industriels? Eh ben, j'avais deux projets à l'époque. C'était faire la boîte de vitesse compatible au format Pinion, la Mini qu'on a sortie aujourd'hui. Ok. Et on avait fait en 2018 une preuve de concept de la boîte couplée à un moteur pour un équipementier automobile qui s'appelle Mubea. Et le POC avait donné des super résultats. L'industriel était intéressé pour prendre le projet. La difficulté qu'il y a eu, c'est qu'il a ouvert le produit, il a regardé les pièces dedans, et en termes de compétences et de savoir-faire, 90% des pièces, il n'avait pas la capacité de les faire. Donc, il a refermé le produit, je caricature, et ils nous ont dit, Monsieur Rouméas, votre solution, on est convaincu, c'est la bonne. Par contre, nous, revenez nous voir quand vous l'avez industrialisé. Et donc, moi, quand je voyais ce produit, je comprenais bien qu'on était capable de faire le proto super bien, éventuellement de faire une pré-série super bien. Mais pour mettre un e-drive sur le marché, ça demande des moyens financiers d'industrialisation colossaux. On est en train Donc e-drive, de parler de tu peux 15 à 20 préciser? millions d'euros. E-drive, donc le moteur couplé à la boîte Ouais. au niveau du boîtier de pédalier. En langage, nous, on appelle ça un MDU, Mid Drive Unit. Donc, ce MDU-là, ça demande des moyens colossaux juste pour l'outil industriel. Après, il y a la notoriété de la personne qui va le faire. Si c'est une start-up, quelle est son expertise, son expérience, Hmm. ses compétences. Parce que une compétence industrielle, ça ne s'invente pas en un an, ça ne s'invente pas en 2 ans, quelle Ouais. que soit la quantité de millions d'euros qu'on met sur la table. Les équipes, ça prend du temps à former et elles ont besoin de s'approprier le produit, etc. Et une fois que, même hypothèse, on arrive à avoir tout ça, il y a la taille de la structure, le réseau de distribution, le réseau SAV. C'est des points clés pour aller sur ce marché-là. Hmm. Donc, en fin 2018, début 2019, quand je me mets d'accord avec Guy Cavalery pour reprendre la société, j'avais deux projets phares. C'était la boîte musculaire, la mettre au format compatible Pinion, pour que le format Pinion devienne le format boîte de vitesse, et trouver un partenaire industriel pour la partie moteur électrique, donc MDU. Sachant, excuse-moi, Dans ce juste sur la cadre-là, partie oui, Pinion, sur la partie ouais. compatibilité avec Pinion, est-ce que euh, j'imagine que tu as dû y réfléchir un petit peu. À un moment, enfin, ça devait être une réflexion compliquée. Enfin, est-ce que c'était justement une réflexion compliquée ou une réflexion évidente de dire, bon voilà, ça m'arrache un peu la gueule quand même de me mettre au standard de mon concurrent. Euh, Non, évidente. évidente, ok. Évidente. Ouais. Et si tu veux, quand on s'était rencontré à l'époque sur des salons, on a des discussions avec Pignon tout à fait cordiales. Et en fait, notre vrai concurrent, c'est la transmission dérailleur. Hmm. À partir du moment où un usager est passé du dérailleur à la boîte de vitesse, il retourne très rarement au dérailleur. Et aujourd'hui, et à l'époque, c'était notre réflexion, on se disait, mais en fait, si on prend des parts de marché de boîte de vitesse, ce n'est pas des parts de marché qu'on va prendre à Pinion, on va augmenter la taille du marché. Hmm. Parce que notre offre, elle est quand même assez complémentaire. On n'est pas tout à fait sur les mêmes segments, on n'a pas, on n'a pas les mêmes fonctionnalités. On a le fonctionnement avec un shifter, on a le fonctionnement avec les shifters de Gravel, on a un étagement qui est différent, on a un comportement de passage de vitesse qui est différent. Et ce qui fait qu'il y a des zones de marché où on est en compétition pure, et Hmm. puis il y a toute une part de marché où en fait on est vraiment en complément.
et on vient compléter cette offre. Donc, pour moi, c'était une solution évidente. Et on est concurrent d'une certaine manière, mais en fait, on fait gonfler ce marché-là aujourd'hui. Donc, j'y Ok. voyais pas de problème. Et les discussions que j'ai eues avec eux, j'ai pas l'impression qu'ils en voyaient beaucoup. De toute façon, encore aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gros que nous. Et ils ont un produit qui est bon, qui est pertinent. Et je ne me permettrai pas d'avoir une critique négative vis-à-vis de leur solution. On est juste meilleur. Si je me permets la remarque évidente. Hein, Ok. donc voilà. Et donc je voulais reprendre cette société, mais je ne pouvais pas la reprendre tout seul. Il fallait que je trouve un partenaire industriel. Et donc là, j'ai passé beaucoup de temps avec des industriels qui voulaient aller dans le monde du vélo, mais qui étaient frileux aussi, parce qu'en ce moment-là, c'était beaucoup d'industriels du marché automobile. Ils étaient déjà bien occupés dans l'automobile. Et puis, ils utilisaient un peu toutes les discussions que j'avais avec moi pour compléter leur étude de marché. Donc, j'ai perdu pas mal de temps quand même Hmm. avec ça. J'en profite pour leur refaire un petit coucou. Euh, On les embrasse. euh, et euh, et donc, j'ai passé un petit laps de temps à essayer de reprendre, mais je voyais bien que j'étais tout seul et il fallait que je trouve quelqu'un. Et à ce Hmm. moment-là, ben, j'ai rencontré Vincent, mon associé aujourd'hui. Je Vincent lui ai Lecornu, expliqué Vincent Lecornu, oui, excuse-moi. qu'on salue. Je lui ai expliqué cette vision qu'on salue, cette vision et cette stratégie que j'avais. Et, euh, et au début, il était venu, on avait discuté dans l'atelier et puis c'était une discussion un peu informelle. Lui, il était curieux, il était en recherche d'opportunités, il avait un projet d'entreprendre, mais à ce moment-là, il ne savait pas quoi. Il savait que c'était dans le vélo, mais il ne savait pas quoi. Euh, on habite dans le même coin et il nous connaissait depuis quelques temps. Et puis je lui explique tout ça et il me dit, mais tu as raison. Et puis il va plus loin dans la réflexion et il a commencé à y apporter ces éléments de réflexion et à venir renforcer cette vision, à venir renforcer cette stratégie. Et donc, dès la première rencontre, alors qu'on se connaissait depuis 2 heures, je lui dis, mais écoute, Vincent, je te partage un truc, voilà, je suis en train d'essayer de reprendre le projet. Euh, je sens que le feeling est bon, je te tends une perche, est-ce que toi, ça t'intéresse? Et on a discuté pendant un bon mois, on a appris à se connaître, etc. Puis au bout d'un mois, on s'est dit, bon, bah, allez, on prend le risque, on y va. Hmm. On s'est tapé la main et on est retourné vers Guy et on lui a refait la proposition, donc début 2020, fin 2019. Et on s'est mis d'accord avec Guy. Et Vincent, il arrive, si tu as l'occasion de faire le même exercice avec lui, il t'expliquera plus en détail, mais il arrive, il était commercial grand compte dans les télécoms. Donc les négociations avec les négociations stratégiques et les négociations business avec des gros comptes, etc., avec des industriels, il connaît, il maîtrise. Hmm. Chose que moi, j'étais en train d'apprendre, en fait. Ouais, ouais, ok. Et en un mois, toutes les discussions que j'avais avec des industriels, et ben, toutes celles qui pinaillaient et qui savaient très bien qu'elles allaient aller nulle part, il les a fermées. Et toutes celles qu'il fallait rouvrir, notamment celle avec Valeo, il les a rouvertes. Et donc, Juste, j'en profite pour ce. oui. Là, donc, Vincent, c'était quoi, du coup, en quelque sorte, le deal? Sur quel principe, quelle base vous êtes tapé dans la main, sans forcément dévoiler de chiffres, on n'a pas forcément besoin de ça, mais Oui. c'était quoi je sais pas, la structure? Parce que ce que tu es en train de me dire quand même, c'est que vous êtes en quelque sorte reniflé pendant un mois, et que Mhm. du coup, après, vous vous êtes dit, bon, vas-y, on s'associe. Euh, Mais Ça, ou- ça a ça a été une prise de risque pour tous les deux, ouais. ça c'est sûr. Après, Vincent avait la capacité d'apporter son expertise un- une expertise complémentaire à la mienne, c'est-à-dire tout ce qui est la partie commerciale, communication, etc. Et moi, j'avais toute la partie technique. En se souciant du technique. Lui, il voulait pas vendre des trucs pour vendre des trucs. Il voulait vendre un vrai produit qui avait un sens pour lui. Mm. Et le produit qu'on avait mis au point avec Guy, il avait un sens pour lui et il était pertinent. Donc, il y avait déjà ce premier point. Il avait la capacité d'apporter ses moyens financiers qui étaient conséquents quand même, qui nous donnaient une crédibilité, en plus d'être pas un, mais deux porteurs de projet.
qui est plus crédible et plus robuste. Et donc, je lui ai dit, ben, moi, j'ai le projet, j'ai toute l'expertise technique. Ça représente, on va dire, une certaine partie du projet. Ouais. Et Donc, apport lui, en industrie, en fait, il apporte de sa ta part. motivation, exactement, un apport en industrie. Et lui, il apporte en numéraire et puis aussi, d'une certaine manière, son expertise, etc. Donc, on a trouvé un deal là-dessus. Et on a trouvé un deal aussi, et là, je salue encore Guy, qui avait bien compris la complexité de la reprise, c'est-à-dire que si on lui rachetait la société à ce moment-là, la société, elle avait une valeur qui allait être définie par des calculs. Alors, on va voir 10 comptables, on a 10 calculs différents, mais Ouais. on allait avoir une certaine valeur qui allait dépendre du chiffre d'affaires, etc., à ce moment-là, qui n'était pas très élevé. Et nous, on lui a dit, mais aujourd'hui, racheter la société, donc sortir du cash, là, tout de suite, maintenant, c'est pas pertinent. Par contre, reprendre la structure, en créer une nouvelle et te céder des parts de cette nouvelle société, ça nous semble plus pertinent. C'est-à-dire que c'est une façon de reprendre les sociétés. Hein. Oui, oui. On reprend avec du papier. Ça se fait d'un Mm. point de vue juridique. Et Guy a accepté ce deal-là. Et ça nous a permis de reprendre le projet sans avoir à sortir plusieurs centaines de milliers d'euros dès le début. Et C'est de malin. garder tout le cash qui arrive. C'est C'est malin malin. parce qu'en plus, enfin, c'est très malin. Bravo pour ça. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de fidéliser aussi. Parce que quelqu'un comme Guy, c'est quelqu'un que tu as quand même envie d'avoir toujours dans Tout à fait. l'escarcelle parce qu'il a la passion, Il il a nous la apporte encore compétence. aujourd'hui. Bien sûr. Il Ouais. nous apporte encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des fois, il passe à l'atelier, on lui montre ce qu'on fait et tout. Et il est Ouais. là, ah, trop bien. Ah, mais attendez, là, vous pourriez faire ça, etc. Et il apporte encore aujourd'hui des idées qui sont super pertinentes. Mm. Et ça, je ne voulais pas le perdre. Guy, il a une inventivité, il a une créativité. La force de Guy, justement, c'est qu'il n'est pas ingénieur. Mm. Et quand il y a un problème technique, il ne va pas mettre 18 capteurs, 20 senseurs et 15 actionneurs. Il va l'inventer et le développer avec un objectif qui est je dois pouvoir le faire moi, donc je dois pouvoir le faire euh, simplement. Et quand je Mm. dis simple, Ouais. c'est pas le côté simpliste, Mm. c'est le côté efficace, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel. Et c'est la force de l'invention du système qu'il a fait de sélection de vitesse. À chaque fois, quand on le présente, le proto, pas le proto, le produit sur les salons, la réaction récurrente qu'on a, c'est ah, mais en fait, c'est super simple. Oui, Mm. justement, c'est tout là la complexité du Oui. mécanisme qu'il a inventé. C'est qu'il est super simple et qu'il fait juste le job. Juste super bien le job. Et ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est difficile à faire. C'est Mm. très Mm. difficile à faire. Je le Mais je pense redis, que un ingénieur, on lui met une problématique technique, il vous met 18 capteurs, 15 actionneurs et ça fait le job. Mais le système est hyper complexe, hyper coûteux mm. et peu fiable. Enfin, demande beaucoup de temps à fiabiliser. Il y a Donc, plein d'exemples qui oui, montrent, pardon, mais plein d'exemples qui montrent que créer un produit simple, c'est extrêmement compliqué. tout à fait. Un autre exemple type, c'est la mine du stylo bic. La mine du stylo bic, quand on voit le truc, on se dit c'est évident. Ouais, enfin, il fallait avoir l'idée d'avoir une petite bille qui est coincée, qui prend l'angle d'un côté et qui la dépose de l'autre. Il faut Mm. l'avoir l'idée. Tu connais l'histoire C'est pas simple. du stylo spatial? Oui, 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 tout à fait. Avec les presseurs, etc., pour que l'encre sort, et puis le crayon à papier à côté, il fait le job, effectivement. C'est ça. Ça résume tout à fait la philosophie du truc. Pour se recentrer sur l'histoire, on s'est mis d'accord avec Guy. Et puis nous, l'idée, c'était pas de dire Guy, t'es gentil, tu dégages. Non, c'était l'idée du deal, c'était de dire Guy, nous, on veut y aller de cette façon-là. On aura toujours besoin de ton support, donc reste avec nous. Et puis au lieu de récupérer, nous, ce qu'on demande, c'est au lieu de récupérer un montant d'argent aujourd'hui, on te propose de continuer l'aventure, plus en retrait, mais de continuer l'aventure, et d'avoir un retour sur investissement plus important dans quelques années. Mm. Je vais être honnête, ça a été une phase pas évidente du tout. Et Oui, pour bien lui sûr. et pour moi,
Voilà, ça a été. Oui, parce que quand on est à la retraite, Mais malgré cette phase pas évidente, oui. quand on est à la Et retraite, puis excuse-moi, c'était son mais on bébé, se hein. dit, C'était. c'est maintenant Ouais. que je veux, enfin, c'est maintenant que je veux, entre guillemets, ma retraite, quoi. J'ai cravaché toute ma vie. Ouais, après, t'inquiète pas, Guy a une capacité à avoir des projets dans son garage. Ok. Il est toujours bien occupé. Mais voilà, ça a été un moment pas évident, clairement. On va pas dire autrement, ce serait mentir. Mais cette phase, elle est passée et aujourd'hui, on a une bonne synergie et je pense que aucun des deux regrette les choix qui ont été faits à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. Parce que Excellent. nous, à aucun moment, l'idée a été de voler le bébé à Guy. Au contraire, l'idée a été de dire, bah, ce bébé, il faut le faire grandir. Il doit arriver à maturité maintenant, il doit partir sur le marché Hmm. parce que ce produit a quelque chose à apporter sur le marché. Ok. Alors, si on fait un petit fast-forward Euh, sur Valeo, ouais, du coup, si je comprends comment c'est arrivé, tu avais fait un petit roadshow auprès d'industriels, tu avais déjà un POC grâce au moteur avec la boîte de Amiga. vitesse intégrée que tu avais commencé à développer. Et donc, tu avais un peu ce savoir-faire. Tu es allé voir des industriels. Ouais, j'en profite pour saluer aussi Fabien Desrégel et Alain Delage qui avaient participé à ce projet-là et avec qui on avait pu faire déjà la preuve de concept sur toute la partie électronique, donc Hmm. contrôleur, contrôle moteur, actionneur. On était allé jusqu'à automatiser le changement des vitesses avec un système très rudimentaire, avec un petit cerveau moteur qui tirait les câbles d'un côté de l'autre, etc. Mais on avait montré que le produit il avait un potentiel énorme. Et sans eux, on aurait eu beaucoup plus de mal avec Vincent à convaincre l'équipe Valeo, à l'époque, qui était dirigée par Jérôme Mortal. Et sans l'ouverture de Jérôme Mortal aussi, on Ouais. n'aurait pas pu démarrer, je pense, avec Valeo. Parce que une petite entreprise comme la nôtre, on était vraiment petits, on était deux. En début 2020, on était deux, Vincent et Hmm. moi. Et on va chez Valeo, qui à l'époque travaillait et développait des solutions moteur boîte de vitesse, et on leur fait essayer notre proto. Et eux, ils étaient en train de casser les leurs. Et donc, Donc, très euh, rapidement, tu ils ont. fais Oui, essayer, excuse-moi, mais là, du coup, tu fais essayer un moteur que tu as développé avec un autre équipementier? non, avec un autre partenaire, donc c'était Vedmac Dynamique et donc Fabien Desrégel et Alain Delâche Camgo sur toute la partie électronique. Ok. Mais tout le long de ce développement, avec Fabien, on avait un deal, c'est on bosse ensemble, on améliore ce produit, ce proto, mais si à un moment donné, l'un ou l'autre trouve un industriel avec qui partir, et sans l'un ou l'autre, on ne bloquera pas le truc. Parce que sinon, Hmm. ça C'est risquait bien de, ça, de, hein. de, Hmm. de- de- ouais, et je les salue aussi. Et j'ai la volonté sur certains projets de revenir travailler avec eux parce qu'ils ont des choses qu'ils peuvent apporter. Ils ont ce côté petite structure comme nous, inventivité, créativité, qu'on retrouve moins chez les gros. Et pour certains projets, certains produits, on a besoin de ces partenaires-là plutôt qu'un Hmm. gros industriel qui Bien doit sûr. mettre en branle toute une machine, etc. Et qui va manquer un peu de souplesse pour aller adresser des petites demandes un peu particulières. Hmm. Donc, j'ai bon espoir de reprendre le travail avec eux parce qu'on est toujours en très bonne relation. Euh, Très et, bien. euh, Donc, et Valeo, voilà, donc on a pu ouais. présenter ce proto à Valeo Hmm. et on a pu être extrêmement convaincant dès le début, ce qui fait qu'en Hmm. l'espace de 3-4 mois, le deal était signé avec Valeo. Le deal était signé Ah, avec énorme. Valeo et en juin 2020, on les rencontre mi-janvier. Juin 2020, le deal est signé. On a fait un premier proto avant de signer le deal en plein confinement. Je me souviens, tu sais, à l'époque où il fallait faire ses attestations sur l'honneur, etc. Puis on se retrouvait dans des situations un peu ubuesques où moi j'avais mon attestation sur l'honneur que moi, David Rouméas, employeur de David Rouméas, atteste que j'ai besoin que David Rouméas, il a besoin d'aller travailler là-bas pour son entreprise. C'était un peu Je une connais. période, tout le monde s'en souvient, hein. Ah bah, On l'a tous connu, c'était on l'a tous mythique. vécu.
C'était Et, mythique, voilà. Et oui, et ce feeling, alors, vas-y. est-ce que c'est un peu. Attends, Effigir face à Valeo, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qui. Hein, pardon? Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui te. Enfin, enfin, le jour où tu closes le deal, je veux dire, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait? Eh ben, ce qui se passe, c'est que bah, déjà, waouh, putain, enfin, l'histoire, elle est folle. Une petite structure qui pèse ce qu'on pèse versus un titan de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin, c'est dantesque. Je Hmm. veux dire, l'aventure, elle est géniale, l'histoire, elle est géniale, et on passe un super moment. Et là, tu Mais te rappelles en 2008, et ouais, de avec où on ton part, bâton de pèlerin. tout à fait, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Mais Hmm. aussi, on peut aller vers ce marché-là, vers le marché de la mobilité électrique, des solutions pour la mobilité électrique, les vélos assistance électrique. On peut y aller avec Valeo et pas Hmm. sans eux. Et eux, nous, et aussi de notre côté, on a la conviction qu'ils peuvent y aller, mais pas sans nous. En tout cas, Ok. pas aussi vite. C'est-à-dire que nous, on leur amène une brique technologique qui leur fait gagner des années de développement. Toute la partie mécanique de la boîte, elle est éprouvée, elle est fiabilisée. Le défi qu'il y avait devant nous avec Valeo, c'est comment reconcevoir le produit pour l'industrialiser à Hmm. l'échelle Oui. que Valeo veut industrialiser. Et là, j'ai découvert des équipes d'une compétence et d'une technicité, d'une expertise sous l'équipe de Jérôme Mortal à l'époque et Louis Renou aujourd'hui. Je veux dire, là, c'est une nouvelle aventure qui a démarré. Et, euh, et, et, et aussi, et ça, au début, la grosse frilosité qu'on avait, c'était le côté auquel on pouvait s'attendre, à savoir, bon, les gars, maintenant, vous êtes mignons, vous vous mettez sur le côté, vous laissez les grands jouer. Et ça, Jérôme, il avait compris que ce n'était pas la bonne approche Hmm. à l'époque. Parce que avant Valeo, des industriels de l'automobile qui sont venus dans le monde du vélo en cow-boy, en mode les gars, on va vous montrer ce que c'est, on va vous expliquer la vie, on va vous montrer ce que c'est que d'être des industriels, et qui sont ramassés les dents par terre parce que le milieu du vélo, ça a l'air simplé hein, au premier abord, un petit Gugus qui pédale sur son vélo, on en a une image parfois un peu simplette. C'est loin d'être évident, il y a des efforts, il y a des contraintes de légèreté et en même temps des efforts qui peuvent être très élevés. Les défis industriels, d'un point de vue qualité, répétabilité, etc., sont tout aussi là que dans l'industrie automobile. Hmm. La complexité, il y a juste moins de pièces en fait, mais les pièces à faire, il faut les faire aussi bien que dans une voiture. Et ça, ils avaient compris ça, ce que d'autres industriels de l'automobile n'avaient pas compris avant, et c'était ramasser les dents par terre. Et Jérôme, à cette époque-là, il allait challenger et solliciter d'autres petits comme nous. Il travaille beaucoup avec Caminade. C'est pas pour rien. Caminade, de son côté Oui. artisanal, Hmm. qui a des aspects pas si artisanal que ça des fois. Hein. Dans leur atelier, là, la Fabrica, il y a des côtés industriels aussi. Hein. Hmm. C'est pas le petit artisan avec sa lime et sa scie. Hein. Ils ont vraiment développé un artisanat un peu industriel quand même. Hmm. Lui et d'autres, ben, Jérôme a su aller chercher les conseils, les supports techniques, l'expertise pour que Valeo, avec toute son expertise, arrive correctement sur le marché. Donc en fait, Et c'est une aujourd'hui, position il s'est passé d'humilité. moins de 3 ans entre. Ah non, c'est une position d'humilité qui a permis Non, c'est pas Non? d'humilité. Oui, oui, c'est pas vraiment, c'est pas le terme que j'emploierais. Ouais. C'est réalisme, c'est pragmatisme et réalisme. Ok. Ça, c'est vraiment une des forces de Jérôme, hein, qu'on salue aussi au passage. Bien sûr. Et sans lui et Christophe Laurence à l'époque, on n'aurait pas signé avec Vincent, on n'aurait pas signé avec Valeo. Et donc à ce moment-là, démarre vraiment une nouvelle aventure. Et il y a eu des nouveaux dépôts de brevets de la part de Valeo autour de la boîte de vitesse. Il y a eu des dépôts de brevets en commun. Et on a signé ce partenariat avec un état d'esprit. On est partenaire. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas juste revendre l'API
Hmm. le droit au brevet, etc. Puis pouf, jackpot, on attend que l'argent elle rentre. Non, nous, on voulait faire partie de l'aventure. Et Ok. ça, je pense, j'ai une conviction, c'est que c'est ce qui a aidé Jérôme à nous faire confiance dès le début. Parce qu'il voyait bien que nous, ce qu'on attendait de Valeo, c'est pas juste de rentrer du cash, c'était qu'on croyait en notre produit et on voulait aller l'amener sur le marché avec eux. Sachant que ça aurait pu être une approche Et d'où, facile, je dirais, de dire bon, les gars, nous, on a cravaché pendant plus de 10 ans. Vous, pendant vous 10 arrivez, ans, vous êtes Valeo. On a mis tout ce qu'on avait comme énergie, comme ressources, comme temps, comme cash dans ce projet. Donc maintenant, on a un peu envie de se refaire, quoi. Enfin, c'est très concrètement, tu aurais pu faire ça. oui, alors financièrement, ça a fait du bien, hein. Un contrat avec un industriel, il faut jamais le Hmm. signer, enfin, sauf cas particulier, ça ne se signe Non, je veux pas à dire, 0 leur, euros. leur On- transférer leur tout vendre à le fait. bébé, en quelque sorte. Oui, 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 tout à fait. Mais c'était pas ce qu'on voulait, nous. Ouais. Et parce que euh, on, on pensait à l'époque, et avec du recul aujourd'hui, à raison, qu'on avait encore à apporter. Hmm. C'est-à-dire que nous, on savait exactement comment notre produit marchait, on savait ses forces, on savait les points de vigilance à garder, on savait les points d'attention à avoir, euh, et il fallait qu'on apporte tout ça. Et à partir du moment où on est dans une démarche, je viens, je vous cède le truc, je prends le cash, on est détaché du truc et Hmm. on n'a pas l'attention et la vigilance de faire passer toutes les informations. Hmm. Ouais. Nous, on est impliqué dans le développement du produit et la mise sur le marché du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les difficultés et les défis industriels qu'il y a sur la mise sur le marché du cycli, Donc, Cycli, c'est on remonte les c'est donc manches. le moteur à boîte de vitesse Voilà, intégrée de Chevaleo. C'est le tout nom à du fait. produit. On remonte les manches et sur ces 12 derniers mois de mise sur le marché, dès que Valeo soulève un peu la main et dit les gars, là, on a un truc etc., on a besoin de. Hop, nous, on est là, on est présent avec les équipes et on n'est pas là à négocier le bout de gras et à dire on veut tant, machin. Non, non. Le produit, on veut qu'il arrive sur le marché et on veut qu'il marche le mieux possible et on veut continuer à l'améliorer avec vous. Hmm. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on a signé le deal avec Valeo et c'est l'état d'esprit dans lequel il est en train d'arriver sur le marché aujourd'hui, parce qu'on livre maintenant depuis quelques mois. Euh, et, et, euh, et comment dire, sur un produit, un mid-drive unit intégrant le changement de vitesse, c'est un produit d'une complexité. Hmm. C'est difficile de se rendre compte tant qu'on n'a pas bossé dessus. Tous ceux qui ont bossé dessus sont les seuls qui sont capables de comprendre. Et en fait, quelque chose qui peut parler à ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, c'est de regarder le cimetière de ceux qui ont tenté d'y aller. Des projets en 10 ans, des projets qui sont venus en mode les gars, on va révolutionner la transmission, j'en ai vu des dizaines. Des projets qui sont toujours là aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main. Hmm. Et Ça, c'est la réalité du projet. bien C'est sûr. juste pour dire, pour comprendre. Euh, les dérailleurs aujourd'hui ont quand même un niveau de fiabilité important, une durée de vie assez limitée, hein, 1500 km, 2000 km, tout est à changer. Mais les dérailleurs aujourd'hui, c'est 60-70 ans de développement et de R&D Hmm. et d'itération et des grosses bouses là, des trucs qui marchaient pas. Il y en a eu un paquet et même ces dernières années, il y en a encore eu. Hmm. Et nous, on arrive, donc Valeo arrive sur le marché avec une techno qui doit arriver avec une maturité qui est beaucoup plus exigeante que ce qu'on a attendu des transmissions derrière il y a 30-40 ans. Et c'est normal. Et le marché, il est comme Bien ça. sûr. Alors, ce que j'aimerais savoir, enfin voir avec toi, entendre, c'est justement, c'est quoi les. Alors, on a vu l'intérêt de travailler avec un industriel comme Valeo, donc sur l'industrialisation, sur je veux dire, la puissance, la compétence. Euh, à l'inverse, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pénalisant? C'était quoi les challenges en fait, vraiment de bosser avec quelqu'un comme Valeo, avec
je veux dire, cette inertie, cette taille de structure qui fait que parfois les process peuvent être longs. Il y a eu il y a eu aussi des changements dans les équipes. Il y a eu, enfin, c'était quoi les plus gros challenges pour toi avec cette collaboration? Je dirais le principal challenge, c'est d'arriver à garder une communication et une relation qui soit saine. Et ça demande une vigilance des deux côtés. Et elle y est jusqu'à maintenant, elle y est des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on sait aussi rester à notre place. On sait rester à la taille Mm. qu'on a et à l'envergure qu'on a. On sait où est-ce qu'on peut apporter et où est-ce qu'on doit dire, bon, là, c'est un peu hors champ de compétences pour Mm. nous. Donc, rester lucide, ne pas les prendre pour une vache à lait, parce que ça, ils n'aiment pas et c'est normal. Ouais. Euh, le projet, pour nous, doit être rentable, mais on n'est pas là pour juste pomper du fric à Valeo comme on peut. Nous, on est là pour que le produit marche. Sachant que On est leur là pour que le investissement est projet marche massif, dans hein. son ensemble. Oui, 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 mais c'est un investissement que nous, on n'aurait jamais pu avoir. Et cet investissement est massif. Il devrait être encore plus massif s'ils n'avaient pas la structure et tous les experts qu'ils ont chez Valeo. Bien sûr. Parce qu'un expert définition de denture hélicoïdale, etc., si on va voir un expert en freelance, un train d'engrenage, c'est entre 10 et 20 000 euros la définition de denture V1. Et il y a une ou deux itérations à faire une fois que les protos sont là. Donc, je te laisse faire les calculs. Ça chiffre Ouais. très, très vite. Et ça Donc, a dû être eux, ces marrant. experts, ils les ont en interne. Non, mais Oui, oui. ça a Et nous, dû ça a être été un marrant de learning. dire Ça a été. bon, bah écoute, Jean-Claude qui travaillait sur tel projet, bah viens, on va te faire venir sur ce projet de vélo. Ça a dû Mm, créer des effets assez marrants et puis des rencontres passionnantes avec des gens tout à fait. euh, ultra expérimentés, quoi. Et puis, c'est exactement. Et on a découvert toute l'expertise de Valeo parce que, en fait, sur le produit, sur le Cycli, il y a plein d'éléments qui ont été apportés par d'autres sites que le site de SVA, SVA? par leur expertise moteur. SVA, c'est l'unité de Valeo qui est en charge du Cycli, spécial véhicule application. Hmm. Euh, et donc, il y a des experts Valeo, enfin des sites experts Valeo qui ont apporté toute la partie actionneur, toute la partie moteur, la partie contrôleur, etc. Et c'est ce qui a permis d'aller aussi vite sur le projet. Ok. Parce que s'il allait fallu aller chercher plein de sous-traitants à droite, à gauche, le temps de les sélectionner, de les identifier, d'apprendre à se parler, etc., c'était mort. Là, ils savaient déjà se parler, ils se comprenaient déjà, ils sont dans la même structure, ils ont le même langage. Et c'est ce qui nous a permis d'aller très vite sur ce projet. Il s'est passé moins de 3 ans entre la signature du contrat, le début de la conception et la mise sur le marché. C'est très rapide pour Hmm. l'industrie. C'est Ouais, ouais. vraiment très rapide. Et c'est un vrai challenge. Et les équipes Valeo ont vraiment remonté les manches au même titre que nous, hein. J'ai fait le signe de remonter les manches tout à l'heure, mais ils les remontent tout autant que nous aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de challenges et beaucoup de points sur lesquels on travaille aujourd'hui. Voilà, comment dire, on a réussi ce partenariat parce que c'était ces équipes-là, Valeo. À Ouais. l'époque, sous l'impulsion de Jérôme Mortal, mais avec les équipes d'aujourd'hui, il y a le même état d'esprit. Il y a le même état d'esprit, il y a la même volonté d'amener une solution performante sur le produit. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est Hmm. pas juste de vendre un truc et de rentrer du cash. C'est d'apporter une solution. Et d'ailleurs, cette solution, donc, alors je ne sais pas si c'est Pignon, si c'est vous, si c'est le truc global, mais j'ai l'impression que ça a quand même fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens comme Shimano, il y a plein de choses qu'on ignore encore parce qu'on n'est pas dans tous les secrets, mais on a l'impression que le monde de la transmission est quand même en train d'évoluer. Parce Mhm. que il y aurait une sorte de prise de conscience, et tu vas me le dire si j'ai raison ou pas, qui est que, en fait, on est quand même un peu en train de se rendre compte que finalement, les dérailleurs, ça nous emmerde un peu.
Et puis, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus fiable. Alors, j'ai le sentiment inverse de la part des deux principaux équipementiers. Après, je ne suis pas à leur place. Hmm, Moi, ce que je vois ces 2 dernières années, ils ont quand même sorti beaucoup de nouveaux produits et de nouvelles évolutions sur la hmm, partie dérailleur. Et à partir du moment où un industriel met quelque chose sur le marché, euh, il va faire des évolutions dessus dans les années qui suivent, mais il ne va pas ramener un produit qui remet en question le produit qu'il a mis hmm, un an avant. Donc, je serais vraiment surpris si dans les 2 ans, SRAM ou Shimano pose une boîte de vitesse sur le marché. Par hmm, contre, il y a une vraie effervescence de projets qui sont en train d'arriver, en plus de notes, beaucoup sur les moteurs, sur les solutions hmm, vitesse intégrée dans le moyeu, hmm, un peu sur la partie mid-drive unit. On a cette impression d'effervescence, mais en fait, tous les projets qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils n'ont pas démarré il y a 2 ans, hein. Revont, E2 ouais. Drive, Intra-Drive et plein d'autres que j'oublie. Enviolo, C'est des noms que je par exemple. connais. Enviolo, c'est dans le moyeu. Ouais. Après, sur les moyeux, il y a Roll-Off, il y a Hmm, Enviolo, il y a 3x3, il y a Revolut, et j'en oublie plein d'autres. Et j'en hmm, oublie plein d'autres. Il y a Kinderney, qui c'est qu'il y a d'autres, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont disparu entre-temps, comme je le disais. Il y a un cimetière dans le milieu de la transmission qui est quand même conséquent. Mais c'est pareil dans le milieu de la suspension et dans le milieu du freinage, hein. C'est des milieux, et pareil dans le milieu des marques de VTT. Il y a un cimetière de gens qui ont tenté des choses et c'est le marché qui est comme ça. Donc il y a une effervescence, mais c'est pas des trucs, c'est pas des mecs, des ingénieurs qui sont levés il y a 1 an, 2 ans ou pendant le premier confinement qui se disent oh, il faut que je fasse une boîte de vitesse vélo. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, très clairement. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et les systèmes qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils ont tous démarré en termes de développement il y a 4 à 10 ans. Tous, hmm. tous, 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 tous. Et ceux dont je dis 4, c'est que ça fait 4 ans que je connais le nom. Oui. Mais les mecs ont Hmm, démarré avant. Voilà. ok. Et nous, d'une certaine manière, même si c'est des compétiteurs, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'on n'est pas en fait des fous qui apportons un truc. On est vraiment sur une. S'il y a une effervescence sur le marché, c'est qu'il y a un besoin qui est là, qui est identifié. Il y a des gens qui se disent non, mais là, comme tu dis tout à l'heure, la solution des railleurs, elle a besoin d'évoluer. Alors, elle Ah, évolue, mais nous, hmm, c'est des gens de rupture comme nous qui disent ok, elle évolue, mais on considère que l'évolution qu'il y a besoin sur la transmission, c'est pas d'améliorer le concept de dérailleur, c'est d'avoir une rupture sur la stratégie de changer les vitesses. hmm. Bah, en fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport comment dire, à cette effervescence et à ce besoin, c'est que il y a quand même eu, avec la période, cette fameuse période Covid, des personnes qui sont arrivées au vélo en masse, qui n'avaient jamais vraiment trop considéré l'option vélo, euh, enfin, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu de plus en plus de monde qui s'est dit, bah en fait, moi, enfin, ça me saoule de passer des vitesses, quoi. J'use toujours le même pignon avec mon vélo assistance électrique, bah, parce que en fait, l'assistance, elle m'aide à pousser, donc je vois pas pourquoi je changerais vitesse. Et donc, au-delà de. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un time to market qui est plutôt bon. C'est-à-dire que bah, Oui. en fait, les gens qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des années ont commencé à avoir des solutions éprouvées qui répondaient à un besoin qui était de plus en plus prégnant de la part de consommateurs plus ou moins nouveaux. Donc finalement, en fait, c'est le bon moment pour les fabricants de boîtes de vitesse et c'est cool à voir. Et comment est-ce que tu vois, toi, la suite? C'est quoi pas pour toi, l'avenir, la progression, l'évolution? Où est-ce qu'on va? Moi, ma vision sur le marché du vélo et ce vers quoi on pousse au niveau des développements et de l'élargissement de notre gamme produit, c'est de simplifier l'usage du vélo pour l'utilisateur, sans en dénaturer la volonté pour les passionnés euh, et ceux qui veulent aller plus loin
la possibilité d'aller plus loin. Hmm. C'est-à-dire que on veut aller vers une boîte automatique qu'on a aujourd'hui, qui a une réactivité et une intuitivité la plus fluide possible. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec les équipes Valeo. Après, nous, au niveau de la partie EFIGEAR, on veut se concentrer et tendre plutôt vers la partie vélo de performance, vélo de gravity, euh, vélo de ville aussi, mais avec un usage plus léger. On travaille sur des solutions, moi je trouve vraiment pertinent tout ce qui est en train d'arriver, là, les versions super légères de vélo électrique Hmm. super léger. Ouais. Ça nous intéresse beaucoup et on est en train d'explorer ces pistes-là aujourd'hui. Et donc simplifier pour l'utilisateur sans être trop intrusif. Euh, C'est-à-dire que je considère que il ne faut pas non plus simplifier à outrance. Il faut qu'on est sur un vélo, dans un environnement, avec des choses qui se passent autour, etc. Et en tout cas, dans les 5 à 10 prochaines années, le vélo ne se déplacera pas de lui-même et ne gérera pas la sécurité à notre place. Et je ne suis pas sûr, enfin en tout cas moi, ça ne m'inspire pas d'aller vers des solutions complètement autopilotées, autoguidées, etc. Moi, je considère que le plaisir et la sécurité, ça demande de la vigilance de la part des utilisateurs. Donc, vraiment partir dans cette direction-là, de simplifier l'usage du vélo pour que l'utilisateur puisse se concentrer plutôt sur pratiquer le vélo, plutôt que de se dire, attends, là, je dois changer de vitesse, est-ce que je suis en train de croiser ma chaîne, est-ce que je suis en train de... etc. Non, la vitesse, j'ai besoin de changer de vitesse. Soit elle est déjà passée parce qu'on est en mode automatique, soit on est sur un usage un peu plus sportif et on a un changement séquentiel et on passe la vitesse au moment où le gars veut passer sa vitesse. Voilà. On veut aller vers ça et vers intégrer des solutions de remontée d'informations utiles, remontée de l'information de couple, de cadence, même sur des versions musculaires, ça peut être utile pour certains usages. Ouais. Et à partir du moment où on le fait sur une version électrique, on peut le faire sur une version musculaire. Donc vraiment, voilà, une vision, le vélo, c'est un outil pour se déplacer simple, entre guillemets. Donc garder ce côté simple. Et ce côté léger. Et puis par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui, où il faut qu'on réduise notre niveau de consommation, le vélo n'est pas la solution, mais il est une solution. En fait, c'est simple, hein, on est face à un problème énergétique aujourd'hui. L'énergie, Einstein l'a dit, c'est E, l'énergie, c'est la masse multipliée par la vitesse au carré. Et le vélo, il est une bonne solution face à cette équation. Parce que sa masse, elle permet, pour déplacer 80 kg de viande, on a 15 à 25 kg de matériel. On n'a pas 2 tonnes. Ouais. Et la vitesse du vélo, elle est réduite. On n'est pas à 130 km/h dans une côte, à consommer énormément d'énergie et à déplacer 2 tonnes de métal pour 80 kg de viande. Donc, pour un rayonnement court, jusqu'à 5, 10, 15, 20 km, je pense que le vélo, et au niveau de nos équipes, on en est convaincu, est une bonne solution. Moi, je pratique le vélo taf, pourtant on est à la campagne. Je passe mon trajet en voiture de 12-13 minutes à 25 minutes en vélo. Et je n'ai même pas d'assistance électrique, pourtant j'ai du dénivelé. Et je ne me considère pas comme un grand sportif. Je ne fais pas 150 km par semaine. Ouais. Je suis un peu en entre-deux, entre un monsieur, madame, tout le monde qui fait peu de vélo et quelqu'un qui pratique quand même régulièrement du vélo. Donc, c'est une bonne solution et ça permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie qui est aujourd'hui l'énergie, le gaz, le pétrole et même l'électricité, parce que l'électricité dépend de ces énergies-là, elle est limitée aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Et même les pétroliers, aujourd'hui,
enfin, ça fait des dizaines d'années qu'ils en ont conscience. Cette énergie-là, elle est limitée. Donc, il faut. C'est un mot vulgaire aujourd'hui, la décroissance. C'est un mot que les gens n'aiment pas parce qu'on a l'impression qu'on va retourner à la calèche et à couper le blé dans les champs, etc. On a un peu cette caricature-là, mais elle est mauvaise, cette caricature-là. La décroissance, c'est au lieu de se dire je vais faire déplacer 2 tonnes à 130 km/h pour me déplacer tout seul pour aller d'un point A à un point B, eh ben, je vais utiliser l'énergie de façon efficiente. C'est-à-dire que je vais utiliser le bon niveau d'énergie pour arriver au même résultat. Je vais passer de 12 à 25 minutes. OK. En attendant, j'ai profité du paysage, j'ai travaillé ma santé, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. On est trop sédentaire, on a de l'obésité qui augmente, ça c'est des choses qui remontent en permanence. Eh ben, commençons à bouger un petit peu en vélo. Et on aura un meilleur état de santé, tous, sans exception. C'est un peu utopiste hein, Non, non, ce non, que je mais décris c'est là. intéressant. Et si tu veux, je suis dans la même vision qu'il y a 10 ans, où quand j'ai essayé la boîte de vitesse qu'a inventé Guy Cavallari, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une solution de transmission. Aujourd'hui, je suis dans le même état d'esprit. Le déplacement en vélo pour l'individu, le déplacement en vélo cargo pour livrer en ville des colis. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sortent et qui disent non seulement ça réduit l'impact énergétique de la livraison du colis, mais en plus, c'est plus performant qu'un fourgon. Parce que le vélo circule mieux, parce qu'il n'est pas sujet aux aléas du trafic et des bouchons, etc. Et le mec s'arrête plus rapidement, le mec repart plus rapidement. Son impact sur la voie quand il s'arrête, et ben quand un vélo n'est pas obligé d'être en double fil en ville. Il y a, il y a, il y Oui, a, bien sûr. il y a vraiment, on le voit en ville, hein, notamment à Paris, à Lyon, les utilisateurs de voitures voient l'arrivée des vélos d'un mauvais œil parce que le vélo, il prend de la place, parce il faut des aménagements aujourd'hui pour séparer les usages. Parce que mettre 80 kg versus 2 tonnes, il y a un perdant et un gagnant. Hein, il est vite calculé. Hein. Et ben forcément, aujourd'hui, il grogne. Mais parce on a aussi beaucoup d'endroits où les aménagements sont vraiment mal faits. Mais quand les aménagements sont bien faits sur le territoire, et ben en fait, ça fluidifie le trafic pour les voitures, ça sécurise les cyclistes et les piétons, et ça fluidifie la circulation dans les villes. Il suffit d'aller aux Pays-Bas, en Hollande, on le voit en Allemagne, Ouais. en Allemagne aussi, enfin, tous ceux qui sont allés en Allemagne, c'est beaucoup plus fluide sur certains aspects en ville grâce à l'arrivée du vélo. Et ça, vraiment, il faut le dire, c'est que effectivement, il y a une phase de transition aujourd'hui parce que je pense que nos élus, il faut qu'ils apprennent, qu'ils aient l'expertise, qu'ils comprennent comment aménager correctement le territoire. Et puis, il faut aussi, à la fois en tant qu'usager cycliste et usager de voitures, accepter que les élus, des fois, ils vont faire des conneries. Hein. Ils vont poser des pistes cyclables au mauvais endroit, et ils vont poser des aménagements pas cohérents du tout. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, c'est en faisant des conneries sur des boîtes de vitesse, excuse-moi hein, pour les termes employés, mais que j'ai compris comment faire marcher la boîte de vitesse. Ouais, Mais c'est donc en comme fait, ça qu'on va ouais. avancer. Alors, c'est sûr que c'est un sujet qui est très très large et je pense qu'on pourrait faire un épisode juste sur la mobilité et comment le vélo va occuper une place prépondérante dans nos villes et demain. Mais je pense que sur notre sujet, on va pouvoir euh, enfin, qu'il va falloir conclure, hein, puisque là, on arrive quand Oui, même quasiment à la fin. J'aurais peut-être un dernier truc à dire Allez, vas-y. euh, sur notre vision. Donc, ça, c'est d'un point de vue global pour la mobilité. Après, et figure et cavalerie en vitrine, Hmm. on veut garder notre ADN de passionné du VTT, de passionné de la compétition et du côté sportif de l'usage. Donc aujourd'hui, en fait, on développe notre gamme dans ce sens-là et après, on cherche à le décliner pour des usages beaucoup plus grand public. Et en fait, on n'invente pas la chose dans ça. On fait exactement ce qu'a fait le milieu de l'automobile
avec la compétition automobile. Il y a beaucoup de choses sur les voitures qui sont arrivées sur les voitures parce qu'elles ont été développées en compétition Hmm. et sur des usages extrêmes. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on considère que aller vers le super léger, le vélo très haut de gamme, d'enduro électrique, euh, petite batterie, petite assistance, c'est un terroir d'innovation fabuleux pour ramener des solutions techniques pertinentes pour faciliter l'usage du vélo de demain et d'aujourd'hui, de monsieur et madame tout le monde, et de toi et de moi quand on vélo taf, quand on va faire une sortie en famille et quand on fait une sortie avec les copains. Ok, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ça. Où est-ce qu'on vous retrouve cette année, des événements, des salons Eurobike, Eurobike? après on va faire Loudanvielle, Ok, la World Cup de Loudanvielle, et ouais. on enchaîne avec la World Cup OG. On a réduit un peu la voilure en termes de salon. Alors déjà, bon, cette année, manque de bol, l'Eurobike tombe en même temps que les passeports. Ça a été un Ok. vrai déchirement pour moi parce que je me régalais de ce salon-là au Passport. C'est Hmm. un salon qui est presque comme des vacances pour moi. On y croise plein de monde, Ouais, ouais. dont toi. Donc malheureusement cette année, pas de Passport. Et on a dû réduire la voilure sur les expos parce qu'on est sur une année où on met sur le marché pas mal de produits. Il y a des produits qui ont été mis sur le marché l'année Hmm. dernière aussi, et on veut se concentrer là-dessus aujourd'hui. Ok. Donc, Pas de passeport, Eurobike. c'est ça. Pro On Days? ira peut-être au Rock d'Azur, Pro Days, Rock d'Azur, Pro Days, si on y va, c'est en visiteur. Ok, ok, ok. Très bien. Puis Pro Days aujourd'hui, c'est pas un salon pertinent pour nous. Hmm. Nous, les salons qu'on cible, c'est plutôt pour soit l'usager, soit l'utilisateur final pour se Oui, faire connaître, je comprends. soit du fabricant de vélo, des marques de Ok. vélo. Et ProDays, c'est plus axé pour la distribution, Ouais, je vois. les magasins, etc. Mais je pense qu'un jour, on aura un intérêt à y être. Hmm. Ok. Très bien. Toi, où est-ce qu'on te suit, perso? LinkedIn, Insta? Un peu LinkedIn, un peu Insta. Après, je suis quand même beaucoup dans l'atelier, hein. Ok. Ouais, d'accord. Bon. Non, Insta, tu vois, je suis les réseaux sociaux, mais Hmm. c'est pas mon domaine. C'est pas Ok, mon domaine et je reste assez discret sur ces choses-là. ça marche. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, David. Merci pour le temps que tu m'as Eh ben, merci à consacré. toi. Avec grand plaisir. Merci Merci à vous qui nous avez écoutés. et merci pour Euh, l'opportunité d'expliquer cette histoire un petit peu aussi, ah bah, qui moi me écoute, tient à cœur, hein, plaisir. personnellement. Plaisir, non, non, mais c'est top. Je trouve ça génial, cette épopée, cette histoire de l'inventeur qui crée sa boîte de vitesse dans son garage, le petit jeune qui le rejoint parce qu'il trouve que c'est cool, et conclure avec un partenariat avec l'un des plus gros groupes de sous-traitance industrielle dans l'automobile. Je trouve que c'est une histoire magnifique, qu'on souhaite à plein de gens qui créent des trucs dans leur garage. Ça arrive pas souvent. Et je voulais mettre cette histoire en valeur justement parce que je trouve que c'est vraiment cool. Ça montre que c'est possible. Ça montre plein de choses super intéressantes. La ténacité, ça montre la détermination, l'engagement, et ouais, ouais, la persévérance, quoi. Mhm. Donc bravo à toi pour ça, super histoire. Et puis on a hâte d'avoir des belles nouvelles, des beaux produits et des belles news à partager. On a pas Bon, mal de choses à sortir dans les 2 prochaines années. On va pas manquer de travail. génial. Bon, merci beaucoup, David. Merci à toi. Excellente journée, à très bientôt. Et puis, vous qui nous écoutez, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit mot. Toutes les notes de l'épisode seront, enfin, tout ce dont on a parlé sera dans les notes de l'épisode, pour que vous puissiez retrouver voilà, tous les liens, les personnes, les boîtes et tout dont on a parlé. Merci beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, kiffez très fort. Salut.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.